Salut les mecs. Connaissez-vous les power levels? Alors ces power levels, ce sont ces chiffres dans Dragon Ball, bien évidemment, qui à première vue semblent destinés à structurer la progression des personnages. C'est-à-dire qu'un personnage faible a un power level, c'est-à-dire un chiffre assez bas, et plus le personnage devient plus puissant, et plus son chiffre grossit. En principe, ça a l'air simple, mais le problème, c'est qu'au fil du temps, ces power levels se sont transformés en un piège narratif. Et si vous pensiez que les niveaux de puissance dans Dragon Ball étaient là pour enrichir l'histoire, eh bien, détrompez-vous lourdement. Puisqu'ils ont lentement, mais sûrement, ces power levels, creusé leur propre tombe, et également la tombe de la série Dragon Ball en termes général. Mais pour bien comprendre cette catastrophe, revenons à l'origine. Alors, tout commence dans Dragon Ball. Et là, il n'est pas question de Z, hein, bien évidemment, puisque Dragon Ball Z, entre guillemets, même si c'est une appellation de l'animé, commence à partir de l'arc Saiyan et termine à l'arc Buu, là on parle du tout début du manga. Voilà, le tome 1, page 1, où les niveaux de puissance ne sont pas encore clairement définis. C'était une époque plus simple, hein. Les combats reposaient essentiellement sur l'ingéniosité, la technique, et des moments où la force brute n'est pas nécessairement la solution ultime. Hein. Dixit les combats où on voit un bactérie essayer d'enfumer ce pauvre Krillin avec son odeur corporelle plus ou moins discutable, ou même cette séquence où ce même Krillin utilise, on va dire, lubricité de notre ami Jackie Chun, alias Muten Roshi, pour l'attirer dans un piège en lui lançant effectivement une culotte pour mieux lui balancer un bon kick en pleine face. Voilà, c'était effectivement la bonne époque, où la montée en puissance de Goku face à Tao Pai Pai est l'exemple parfait. Il grimpe une tour, surmonte des épreuves physiques face à Maître Karin et prouve qu'il est meilleur grâce à son entraînement et sa volonté. Et à ce stade, tout est encore plausible, hein, narrativement parlant. Cependant, l'apparition des niveaux de puissance en chiffres arrive avec Dragon Ball Z et donc l'arc Saiyan avec l'introduction de Raditz. Et là, malheureusement, tout change. Raditz débarque, évidemment, équipé d'un détecteur capable de mesurer des niveaux de puissance, le détecteur que l'on appellera le Scouter. Et on nous dit que son chiffre est beaucoup plus élevé que celui de Goku ou même de Piccolo. Et cette innovation, censée créer de la tension, amorce en réalité une mécanique qui deviendra par la suite problématique. Parce que à partir de là, tout se résumera désormais à des chiffres. Et donc, en théorie, les niveaux de puissance, les power levels, auraient pu effectivement être un outil narratif assez fascinant, puisque bon, imaginez un monde où ces chiffres reflètent à la fois la puissance physique et l'état mental ou même émotionnel des personnages. Mais Toriyama, en improvisant constamment son écriture et sa narration, transforme les niveaux de puissance en une échelle arbitraire, qui détruit malheureusement toute tension dramatique. Prenons un exemple simple, Raditz encore une fois, même si ses techniques sont inférieures à celles de Goku ou Piccolo, puisque ce n'est pas un maître des arts martiaux, contrairement d'ailleurs à nos deux camarades, à nos deux compères, quand bien même, Raditz a un niveau de puissance qui est tellement élevé qu'il peut se permettre d'ignorer totalement la stratégie. Ce n'est plus un combat, c'est un concours de chiffres. Et cela crée une dynamique où il suffit d'augmenter son propre chiffre pour résoudre tout conflit, rendant la stratégie, la créativité et les tactiques de combat totalement obsolètes. Et en réalité, la Toriyama compense ce déséquilibre avec ce que j'appelle les power devices, ou alors des facilités scénaristiques de puissance, bien évidemment, puisque là, il y a power. Voilà, donc chaque fois qu'un personnage se trouve dépassé, eh bien, il obtient un boost soudain, soit grâce à un ancien maître, soit grâce à un artefact, soit grâce à un entraînement accéléré. Cela commence avec Goku buvant l'eau de Karin, qui est plus une épreuve d'endurance qu'un véritable entraînement, mais bref, en tout cas, il a bu cette eau afin de pouvoir battre, rappelez-vous-en, Piccolo Daimao, en tout cas, lors de sa première forme. Ensuite, ça devient malheureusement un modèle narratif récurrent. Bon, je vous donne quelques exemples. Gohan qui débloque son potentiel grâce à l'ancien Kai, sans véritable entraînement. Tout ce qu'il fait, c'est juste s'asseoir en tailleur devant le vieux Kai et attendre effectivement qu'il finisse sa danse un peu cringe. Bon, malheureusement, il y a Piccolo qui fusionne avec Nail durant l'arc Namek, puis avec Kami juste après durant l'arc des cyborgs, augmentant sa puissance sans aucun effort. Et enfin, Goku atteint le Super Saiyan grâce à un moment émotionnel certes iconique, attention, hein, c'est un des moments les plus incroyables, je dirais pas seulement du manga DBZ, mais des animés en termes généraux, mais malheureusement, ça repose sur l'idée que la rage brute suffit à briser les barrières, sans pour autant qu'il y ait de stratégie, de tactique, ni quoi que ce soit. Et ces power devices, hein, ces facilités scénaristiques basées sur la puissance des personnages, simplifient la progression de ces mêmes personnages, et réduisent de la même manière leur développement narratif. Et les combats ne sont plus à présent une question de stratégie ou quoi que ce soit d'autre, mais en fait c'est juste de savoir qui obtient le prochain coup de pouce scénaristique. Et en réalité, c'est une échelle qui s'effondre sur elle-même, puisque les niveaux de puissance deviennent rapidement totalement incontrôlables. Une fois que Goku dépasse les 10 000 unités de puissance face à Vegeta, les chiffres continuent à exploser. Freezer est introduit avec des formes multiples, chacune étant exponentiellement
plus puissante que la précédente, cette escalade est devenue un mème. Vous connaissez le fameux Over 9000, bien évidemment, un mème légendaire qui illustre l'absurdité de cette mécanique. Les ennemis sont introduits comme étant infiniment plus forts que les précédents, et pourtant les héros les rattrapent grâce à de nouvelles transformations, ou entraînement rapide, ou déblocage de potentiel. Bref, ça n'a aucun sens, et cela mène évidemment à un cercle vicieux. Chaque nouvel arc doit introduire des ennemis encore plus puissants, et les héros doivent trouver un moyen d'atteindre ces niveaux complètement fous, souvent sans explication satisfaisante. Par exemple, Freezer, après des années de stagnation, reviendra dans Dragon Ball Super avec un entraînement de 4 mois, où le mec fait un footing autour du Tiekar, et ça le place effectivement au niveau des divinités du monde de Dragon Ball. Pourquoi ? Parce que la série en avait besoin. Voilà, ça n'a strictement aucun sens, bien évidemment, vous allez me dire oui, Dragon Ball Super c'est pas terrible, c'est de la merde vis-à-vis de Dragon Ball Z. Pour moi, même si effectivement DB Super est beaucoup moins bien que Dragon Ball Z, malheureusement, les défauts de ces deux séries sont malheureusement assez identiques, sauf qu'effectivement, les défauts de Super sont bien évidemment beaucoup plus profonds. Mais techniquement parlant, c'est du même ordre. Et un autre problème majeur de tout ça, c'est l'introduction des transformations, avec des multiplicateurs de puissance, parce que le Super Saiyan, censé être une transformation légendaire, deviendra rapidement une norme, et le problème c'est que chaque transformation ajoute un facteur arbitraire. On disait effectivement que le Super Saiyan était censé multiplier la puissance de quelqu'un par 10, mais ensuite après viendront le Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, et ainsi de suite. Cela détruit toute idée de progression organique. Pourquoi se donner la peine de s'entraîner quand une transformation peut multiplier votre puissance par 50 ? Et cela devient encore plus flagrant avec des personnages tels que Kale ou Caulifla, encore une fois là on est dans Super, qui atteignent des formes avancées sans le moindre effort ou entraînement, réduisant l'impact émotionnel de ces transformations. Et encore, on va me dire oui, ne parle pas de Super, c'est de la merde. Ok d'accord, vous savez quoi ? Je vais jouer le jeu, je parle pas de Super. Enfin, je suis désolé, mais c'est quoi la différence entre les transformations de Kale et Caulifla et les transformations de Trunks et Goten durant l'arc bout ? C'est juste ridicule. Quand tu vois les efforts extraordinaires par lesquels sont passés tous les personnages, c'est-à-dire Son Goku, Vegeta, Gohan, pour arriver à atteindre le précieux sésame de la transformation Super Saiyan, et tu vois Trunks et Goten se transformer en Super Saiyan sans aucune raison, c'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est tellement ridicule que Toriyama Ripa, lui, s'est un peu senti obligé de faire une petite blague, limite brisage de quatrième mur, avec Vegeta, qui dira, lorsqu'il verra son fils se transformer en Super Saiyan devant ses yeux ébahis, dire effectivement que bon tiens, c'est bizarre, on croirait qu'il y a des soldes pour les Super Saiyan. Donc voilà, ça n'a aucun sens, et clairement, ça anéantit toute notion d'effort ou d'entraînement. Et en réalité, cette histoire de niveau de puissance, de power levels, c'est en fait une prison narrative, puisque les niveaux de puissance, au lieu d'être un outil narratif utile, se transforment en une prison ignoble, et enlevant effectivement toute subtilité au combat, rendant la progression des personnages artificielle, forçant la série à une escalade constante, qui finit par perdre tout son sens. Mais le truc le plus chiant dans cette histoire, c'est pas tant le côté incohérence, c'est surtout le fait qu'il y ait une énorme perte d'ingéniosité dans les combats Dragon Ball. Puisqu'encore une fois, je tiens à le dire et je tiens à le souligner, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, Dragon Ball est une saga célèbre avant toute chose pour ses combats grandioses et ses transformations spectaculaires. Mais en creusant dans les mécaniques derrière ces affrontements, on découvre un système qui, au lieu de s'améliorer avec le temps, a succombé à une monotonie écrasante. Et les bases du problème remontent à un manque d'explication cohérente des concepts essentiels comme le ki, la progression des niveaux de puissance et les limites des personnages. Et là, justement, on va décortiquer tout ça. Bon, parlons un peu du ki, histoire quand même de savoir de quoi on parle. Bon, dans l'univers de Dragon Ball, le ki est présenté comme une énergie mystique, que les personnages peuvent manipuler à l'envie. Mais maintenant, on se pose la question, comment ça fonctionne réellement ? Toriyama ne s'est jamais vraiment embarrassé de détails, là. Clairement, on n'est pas dans Hunter x Hunter, où on sait absolument tout, et encore plus de la manière dont le nen fonctionne. Dans Dragon Ball, c'est pas ça. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement émettre des hypothèses. Et je vais vous parler effectivement de l'hypothèse la plus largement acceptée par les fans. Le ki fonctionnerait comme une armure énergétique. C'est-à-dire que lorsqu'un personnage se concentre, il enveloppe son corps d'une couche de ki qui le protège des attaques. Et si cette couche est désactivée, volontairement ou par négligence, le personnage devient donc vulnérable. Et c'est pourquoi un personnage comme Goku peut être blessé par une simple balle, lorsqu'il baisse sa garde, mais encore une fois, c'est dans Dragon Ball Super, donc bon, on pourra effectivement me prendre par le callback. Mais il me semble d'ailleurs que dans l'animé Dragon Ball, Son Goku se prend un coup de caillou par Krillin et il est blessé, donc bon... Après tout, peut-être que c'est vrai. Encore une fois, il me semble que c'est seulement l'animé, pas le manga, donc voilà. Les gens manga me prendront par le callback, mais il me semble que ça fonctionne de cette manière-là, de toute façon. Le problème, c'est que cette explication n'est jamais vraiment confirmée dans la série, qu'elle soit vraie ou pas. Et cela résulte d'un world building assez superficiel, où tout est plus ou moins laissé à l'interprétation, et où chaque combat repose sur des approximations. Et une autre idée implicite, mais jamais dite clairement, c'est que les combats visent à épuiser l'énergie vitale ou ki de l'adversaire, et donc les personnages économisent leur énergie avec des attaques légères, c'est-à-dire punch et coup de pied, avant de passer aux choses sérieuses avec le Kamehameha ou le Final
Final Flash hein, selon les personnages, et ces attaques sont censées consommer énormément de ki. Et si elles échouent, elles laissent l'utilisateur épuisé, et donc avec moins de ki, donc avec une armure énergétique beaucoup moindre en fait, les laissant vulnérables. Bon, et cela expliquerait pourquoi les personnages ne spamment pas leur technique ultime en boucle. Cependant, ce système introduit une boucle problématique justement. Déjà, certains adversaires comme Cell ou Majin Buu possèdent des réserves de ki apparemment illimitées, ou même des capacités de régénération. Et donc maintenant, on se demande si toute stratégie d'usure n'est pas complètement inutile. Et au-delà de ça, les batailles s'éternisent avec des échanges de coups inefficaces, jusqu'à ce qu'un personnage obtienne un power-up ou une nouvelle transformation. Et en fait, si on va un peu plus loin, il y a surtout une faille de la montée en puissance des personnages. L'exemple des transformations. Le Super Saiyan, introduit quand même transformation assez légendaire et assez rare, devient une solution générique, puisque Goku, Vegeta, Gohan et même des personnages récemment introduits, et là on parlera un peu de Super, comme Kale, atteignent ces formes sans véritable justification. Et bon, encore une fois, on va m'attraper parce qu'il faut pas parler de Super, attention, ne parlons pas de Super. Bon, je peux très bien dire Gohan ou Trunks, alors qu'ils ont même pas 10 ans, quoi. C'est un truc de ouf. Goten, il a 6 ans, quoi. Ça n'a aucun sens, bref. Et clairement, ça soulève des questions. Pourquoi certaines transformations épuisent-elles leur utilisateur, tandis que d'autres ne le font pas? Pourquoi un entraînement rapide suffit-il à surpasser des années de pratique assidue? En plus, encore une fois, je reprends l'exemple de Goten. Goten ne s'est jamais entraîné. Il me semble que Goten dira effectivement qu'il s'est fait un peu entraîner par sa mère Chichi. Enfin, je veux dire, bon, Chichi, c'est pas Kaio. Je suis vraiment désolé. Chichi, c'est pas Zeno. Chichi, bon, c'est pas Muten Roshi. Même si ça avait été Muten Roshi, d'ailleurs. En principe, Muten Roshi, il est à peu près 300 de puissance, si on reprend l'échelle des power level. Donc ça n'a strictement aucun sens. Alors Chichi, je sais même pas s'il a plus de 100. Non, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il me semble que Muten Roshi, il a même pas 300, il avait 120 hein, au début de l'arc Saiyan, je sais même plus, hein, 116 ou 120, bref, peu importe. En tout cas, bon, Goten ne peut pas atteindre un tel level avec un entraînement avec Chichi, c'est pas possible. Bref, encore une fois, il y a clairement un sacrifice de la créativité, puisqu'au début de Dragon Ball, encore une fois, les combats étaient créatifs et impliquaient des stratégies variées, évidemment. Bon, c'était pas Hunter x Hunter, c'était pas Jojo Bizarre Adventure, évidemment. C'était marrant, tu vois effectivement Lan Fan se dessaper devant ce pauvre Eri, là, Nam, afin effectivement de le rendre vulnérable et de pouvoir le frapper sans qu'il puisse rien faire. Bon bref, voilà, vous m'avez compris. Il y avait quand même un aspect stratégique où l'espèce de ptérodactyle là qui utilise son chewing-gum pour immobiliser Goku. Bon, encore une fois, c'est pas du vagabond, ce n'est même pas du My Hero Academia, mais c'est quand même sympathique. Au moins, il y a un aspect tactique. Un aspect, il est vrai, ridicule, mais surtout un aspect tactique. Je peux vous donner d'autres exemples. On se souvient tous de Muten Roshi, de Tortue Géniale, qui utilisera effectivement un miroir improvisé, et bien évidemment, le miroir improvisé, c'est le crâne luisant de Krillin, afin de transformer son adversaire, qui était un loup-garou, en homme-garou. Évidemment, tout le monde se rappelle de ça. Ou Krillin, qui se rend compte qu'il a pas de nez, et c'est pour ça qu'effectivement, il arrive à vaincre le redoutable Bactérie. Bon. Ces moments témoignaient quand même d'une compréhension des forces et des faiblesses des personnages. Et même, si on reprend l'histoire de Krillin, le fait qu'il donne des opérations de calcul mental à Chaoz afin de l'occuper, puisqu'il a besoin de ses doigts pour compter. Voilà, ça, effectivement, lui permet de neutraliser les Dodonpa de Chaoz, et effectivement, ça lui permet de vaincre son ennemi. Voilà, malheureusement, tout ça, ça n'existe pas dans Dragon Ball Z, et ça existe encore moins dans Super, parce que ces combats à ces deux séries se résument plus ou moins à des échanges de ki blast, de vagues d'énergie, et de confrontations de force brute. Et même les transformations perdent de leur éclat, puisque ça devient juste des outils narratifs banalisés. Et en fait, Dragon Ball, c'est devenu petit à petit un univers totalement bloqué. Clairement, on a atteint un plafond narratif. Parce que la série peut effectivement introduire des ennemis encore plus forts, ou des transformations encore plus impressionnantes, mais le spectacle, techniquement parlant, reste fondamentalement le même. Les explosions deviennent plus grandes, les attaques deviennent plus lumineuses, mais la base des combats n'évolue pas. Il y a un sentiment de stagnation, mais malgré ça, les efforts pour introduire de nouveaux concepts sont toujours vains. Puisque depuis les débuts dans Dragon Ball, les niveaux de puissance n'ont jamais été qu'un subterfuge narratif pour simuler une progression qui en réalité n'arrive pas, puisque dans la première page on voit Son Goku survivre à un coup de feu, un exploit impressionnant mais relativement simple. Ensuite on voit Goku affronter Tao Pai Pai, qui ne gagne pas d'ailleurs en réfléchissant, en innovant, mais juste en s'entraînant pour devenir plus fort. Tout ça c'est assez vague. Et cette séquence ne sert qu'à convaincre le spectateur que Goku progresse, sans réellement montrer ce progrès d'une manière significative ou créative. C'est-à-dire que, au final, c'est quoi la différence entre un combat entre Son Goku et Vegeta à la fin de l'arc Saiyan, et le combat entre Son Goku et Cell à la fin de l'arc Cyborg? Techniquement parlant, visuellement, il n'y a rien qui change finalement. Bon, Son Goku se transforme en Super Saiyan, il n'y a rien en fait, c'est toujours plus ou moins des coups de poing, c'est des vagues d'énergie, voilà, il n'y a rien visuellement qui change techniquement parlant. Il y a une obsession de quantifier la force, et ça a rapidement dominé la série,
mais ça efface tout intérêt pour les subtilités du combat ou les arcs narratifs cohérents. Et le problème, c'est que tout se résume à un nombre plus grand. Il y a que ça qui change en fait. Mais techniquement parlant, la manière dont Toriyama a dessiné les combats, c'est la même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a que le chiffre qui augmente. C'est ça le problème. Et en plus, c'est ridicule, parce que certains fans te diront qu'en réalité, tous ces combats-là, en fait, se passent en même pas 1 ou 2 secondes, et qu'en fait, nous, on arrive à voir ces combats parce que tout est ralenti pour nos beaux yeux, en fait. Okay. Et alors qu'en réalité, le combat entre Gohan et Cell à la toute fin de l'arc Cell, en fait, c'est un combat qui dure 1 seconde. Tellement ils sont forts, les personnages, techniquement parlant. Enfin, ça n'a aucun sens, évidemment. Ça n'a strictement aucun sens. Là, on arrive à ce qu'on appelle un échec narratif total. Mais encore une fois, Toriyama, rip à lui, n'est pas le seul coupable de cette stagnation, mais il en est le principal artisan. En réduisant l'univers de Dragon Ball à quelques repères narratifs fixes, comme les personnages principaux, quelques lieux emblématiques et un ennemi de plus en plus fort, à mesure que les arcs s'enchaînent, malheureusement, Toriyama, rip à lui, a détruit toute possibilité d'expansion organique de son univers. Bon, déjà, lorsque Freezer est présenté comme le plus fort de l'univers, lors de l'arc Namek, ça verrouille immédiatement la progression de l'histoire. Comment introduire une menace plus crédible après avoir tué le plus fort? Réponse, inventer des ennemis encore plus absurdes sans aucune justification. Voilà, comme Cell ou Boo. Voilà. Et on arrive effectivement à un cycle de surenchère qui ruine la crédibilité de l'histoire. Ensuite, avec l'introduction du multivers dans Dragon Ball Super, l'univers semblait prêt à s'élargir. Mais au lieu d'explorer ces 12 univers, Toriyama choisit de condenser toutes les intrigues autour des guerriers les plus forts, réduisant encore une fois l'immensité théorique des multivers à une poignée de personnages interchangeables. Et je tiens encore à le faire remarquer, là franchement Toriyama s'est abusé. Toriyama et la Toei et tout le monde, mais franchement, c'est chaud quoi. Non seulement ils ont plagié Dragon Ball Multivers, mais ils sont même pas foutus de le plagier correctement. C'est quand même fou quoi. Et au-delà de ça, il y a quand même un manque de diversité créative parce que Toriyama, rip à lui, on sent qu'il aime beaucoup le concept du plus fort entre guillemets. Mais il déteste manifestement travailler sur des mécaniques un peu plus complexes que ça. Les attaques dans Dragon Ball, et surtout Dragon Ball Z et qui suivra ensuite, se réduisent souvent à des boules de lumière de couleurs différentes. Les idées les plus stratégiques, comme celle de Roshi dans Dragon Ball Super, eh bien, sont rares et ne suffisent pas vraiment à masquer la monotonie ambiante des combats. Il y a une certaine fatalité dans Dragon Ball, c'est-à-dire que le problème des niveaux de puissance n'est pas utile qu'à Dragon Ball, attention. Dans tous les shonen, les auteurs sont soumis à une pression commerciale intense pour maintenir l'intérêt des lecteurs, et cela mène malheureusement, et bien souvent, à une escalade narrative incessante. Après un démon, il faut une divinité, et ensuite un multivers entier. Cependant, et je tiens à le faire remarquer, il y a d'autres séries qui trouvent quand même des moyens de contourner cette surenchère. Par exemple, il y a JoJo Bizarre Adventure, qui mise sur des mécaniques de combat intelligentes et variées. Les ennemis ne sont pas toujours plus forts, mais c'est juste qu'ils nécessitent de stratégies nouvelles. Il y a une Hunter bien évidemment, voilà, bon, Togashi Forever comme vous le savez, qui établit des règles claires pour le système de Nen, ce qui rend chaque combat un peu comme une énigme à résoudre. Et puis bon, il y a d'autres mangas dont je ne parlerai pas, mais au final, Dragon Ball reste coincé dans une boucle. Des ennemis plus forts, des chiffres plus gros, des transformations plus flashy et une intrigue toujours plus creuse. Et bon, je vais revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, mais il y a quand même un certain mensonge au niveau de la progression. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les niveaux de puissance de Dragon Ball ne sont qu'une façade. Les exploits que nous voyons aujourd'hui, l'explosion de planètes, les personnages qui bougent à la vitesse de la lumière, ne sont pas si différents visuellement parlant et de la manière dont c'est mis en scène des combats du tout début de Dragon Ball. La différence réside surtout dans ce qu'on nous dit, pas ce qu'on voit techniquement lorsqu'on tourne les pages du manga ou lorsque l'on voit l'animé. Le spectateur ou le lecteur que nous sommes est bombardé de dialogues exaltant la vitesse inimaginable des personnages ou la force sans précédent de ces mêmes personnages qui se battent. Mais les combats techniquement parlant se déroulent toujours avec les mêmes tropes. Kamehameha, explosion d'aura et cris interminables. Et c'est une illusion de nouveauté. Une boucle infinie de toujours la même chose, emballée différemment, sauf que dans l'arc qui va suivre, on va juste dire que le personnage aura une puissance de 100 milliards. Mais c'est juste dit, mais ce n'est pas montré. Et voilà, là c'est clairement une démonstration d'écriture paresseuse en fait. Toriyama, rip à lui, excelle dans les gags et la légèreté, j'en ai parlé plus d'une fois dans mes autres vidéos, donc je ne vais pas tergiverser là-dessus, mais il y a quand même un manque de rigueur dans la construction narrative de son univers, et ça a eu un impact désastreux sur Dragon Ball et sur toutes les séries qui s'en sont inspirées, comme Naruto par exemple. Et les niveaux de puissance, au lieu d'être un outil narratif parmi d'autres, sont devenus la seule mesure de progression. Et le résultat, c'est qu'on a une série, Dragon Ball, qui malgré son statut légendaire, manque cruellement de profondeur et de cohérence. Et les fans, en quête de nostalgie, continuent de célébrer Dragon Ball, mais il est essentiel de reconnaître ses défauts. Des arcs mal écrits, une progression artificielle, et un univers limité par des choix narratifs paresseux.
Et si on devait revenir rapidement sur le ki, encore une fois, le ki est présenté comme une ressource polyvalente permettant des techniques variées. On a le Kamehameha, on a le Kienzan, le Makanko Zappo, mais faut quand même traiter à un moment donné dans la manière dont le personnage développe ses techniques, et surtout le fait que c'est pas du tout expliqué. C'est-à-dire que dans Dragon Ball, on voit rarement comment de nouvelles techniques sont inventées. Est-ce que c'est une question de discipline, de créativité, ou simplement d'imitation? C'est-à-dire que Goku, lui, semble apprendre des techniques par observation directe, mais ce n'est jamais expliqué en profondeur. C'est-à-dire qu'il apprend le Kamehameha, d'ailleurs il s'entraîne sur une voiture, il me semble, juste en regardant Muten Roshi le faire. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. Où est l'entraînement là? Et même des techniques telles que le Kenza sont décrites comme imparables, parce que apparemment, en tout cas lors de l'arc Saiyan, Nappa aurait pu finir décapité, effectivement, par le Kienzan de Krillin. Mais encore une fois, ça échoue souvent, simplement parce que l'ennemi est trop puissant. Et ça révèle une faiblesse dans l'écriture. Au lieu d'introduire des failles spécifiques aux techniques, la série se repose sur des niveaux de puissance pour décider l'efficacité des attaques. Et en fait, pour vous dire la vérité, le truc qui m'énerve le plus avec ces histoires d'échelles de puissance qui part en couille, eh bien c'est le fait que bien souvent on va dire non mais ok, les échelles de puissance sont parties en live, mais c'est surtout à partir de Dragon Ball Super. Mais en réalité, voilà, je vous répondrai que les échelles de puissance ont été déjà complètement pétées et mises sans dessus-dessous dès le tout premier Budokai Tenkaichi à l'époque de Dragon Ball. Puisque je le répète, le problème des échelles de puissance dans ce manga est bien plus ancien et remonte à bien plus loin que ce qu'on pourrait croire. Et donc si on revient à Dragon Ball, c'est-à-dire la série originale avant l'arc Saiyan, beaucoup plus ancrée selon beaucoup dans la réalité, et bah justement, même là, ça partait déjà un peu dans tous les sens. Bon, on va le dire, à l'époque de Dragon Ball, il n'y avait pas de cris à s'en déchirer les cordes vocales, il n'y avait pas de combat à coups de super attaque à échelle planétaire, en tout cas en théorie, puisque dans le 21e Budokai Tenkaichi, on va voir notre premier exemple d'échelle de puissance qui n'a aucun sens, puisque le combat final de ce tournoi oppose justement Jackie Chun, donc comme vous le savez, qui n'est autre, comme vous le savez, que Maître Roshi, que Maître Muten Roshi, que Maître Tortue Géniale déguisé, contre Son Goku, son élève. Donc leur duel est extrêmement impressionnant, il est très enlevé, on va dire, ils sont tout aussi forts l'un que l'autre, et donc voilà, bon, c'est un beau combat, sans absurdité majeure, jusqu'à ce que Goku se transforme en singe géant. Et le problème, en fait, il est même pas là. Le souci, c'est surtout la solution de notre ami Jackie Chun. On se dit peut-être, bon ok, il va couper la queue de Son Goku, le mettre KO, non. Le bon monsieur décide de juste détruire la lune. Donc voilà, il pulvérise la lune, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on commence à sentir le problème. Puisque quelques chapitres plus tôt, Goku déjà il se battait plus ou moins bien avec Yamcha, et il tankait des balles avec difficulté. Alors que maintenant, il affronte un combattant capable de détruire un satellite naturel. Et comme si ça ne suffisait pas, Goku dépasse rapidement Jackie Chun au cours des arcs suivants. Ce moment, bien que probablement conçu comme un gag ou une exagération ponctuelle, digne de Toriyama, rip à lui bien évidemment, bah ça marque quand même le début de l'escalade du grand n'importe quoi. Puis dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire à partir de l'arc Saiyan, on entre dans une toute nouvelle dimension de démesure avec l'arrivée de Raditz. Là où Maître Roshi pouvait détruire la lune, eh bien Raditz est présenté comme étant incomparablement plus fort que n'importe qui vu jusqu'ici. Sa puissance est plus ou moins évaluée à 1500. C'est vrai que généralement on dit 1200 à cause des Saibaman, puisque les Saibaman sont de 1200, et on dit que les Saibaman et Raditz sont plus ou moins la même puissance, mais en fait Raditz c'est un peu plus fort. Enfin bref, voilà, juste pour le dire, pour pas qu'on me prenne par le callback dans les commentaires. Bref, quoi qu'il en soit, Piccolo, qui était l'un des personnages les plus forts à ce moment-là, culmine à 408 unités, tandis que Goku est à 416 unités. Et même le Super Kamehameha de Goku n'atteint que 924 unités. Et donc, forcément, il faut tous leurs efforts combinés, plus un coup de chance, merci Sangohan, pour le battre, le Raditz. Donc voilà, le perso principal, le protagoniste Son Goku, doit mourir contre cet ennemi tellement supérieur que tout le monde semble insignifiant face à lui, qui, je le rappelle, a une puissance évaluée à 1500 unités. Donc voilà. Et c'est à partir vraiment de là que les échelles de puissance commencent à exploser dans tous les sens. Raditz, avant de mourir, annonce que deux de ses alliés sont encore plus puissants, c'est-à-dire Vegeta et Nappa, comme vous le savez, et qu'ils arriveront d'ici 1 an sur Terre. Et à leur arrivée, tout s'emballe justement. Non seulement ces deux compères sont bien au-delà de Raditz, mais même les persos secondaires, pourtant loin derrière Goku dans l'arc précédent, je parle de Chaozu, Tenshinhan, Yamcha, eh bien, connaissent eux aussi des boosts de puissance totalement absurdes. Parce que si on prend les Saibamen, qui sont des créatures conçues comme des soldats achetables, ils possèdent plus ou moins un niveau de puissance plus ou moins équivalent à celui de Raditz, donc 1200, un peu plus faible, mais bon, c'est pas si loin que ça. Pourtant, Krillin, qui avait environ la moitié de la puissance de Goku lors de l'arc précédent, arrive 1 an plus tard à en éliminer plusieurs en un instant sans aucun problème.
C'est quand même fou. Yamcha, Tenshinhan et même Chaozu, autrefois des personnages nettement inférieurs à Son Goku, atteignent un niveau comparable, sinon supérieur, à celui de Goku et Piccolo un an plus tôt. Et on ne parle même pas de Gohan, un enfant de 4 ans qui se met soudain à rivaliser avec des guerriers de classe cosmique. Et Goku, lui, à son retour, il explose toutes les attentes. Sa puissance atteint plus de 8000, le fameux Over 9000, un chiffre qui devient donc forcément légendaire avec le fameux mème de Vegeta, mais c'est même pas tout. Grâce au Kaioken, il peut multiplier cette puissance par 2, par 3 et même par 4. Et Vegeta, quant à lui, est encore plus fort que ça, dépassant de loin Goku en termes de puissance brute. Et non seulement Vegeta fait exploser les chiffres, mais en plus il menace carrément de détruire la planète entière avec une seule attaque. Et c'est là que ça devient encore plus absurde, puisque Vegeta est censé avoir une puissance bien supérieure à celle de Muten Roshi, c'est-à-dire Jackie Chun, qui lui-même déjà, au tout début de Dragon Ball, pouvait déjà détruire la Lune. Et Roshi l'a fait sans aucun problème visible pour la planète. À côté, on voit Vegeta qui est des milliers de fois plus fort, qui a besoin effectivement de tout donner dans un espèce de Garrick Gun complètement cheaté pour raser la planète. Ce qui devrait techniquement être un jeu d'enfant pour lui, si on part du principe que Vegeta est des milliers et des milliers de fois plus fort que Muten Roshi, alors que Muten Roshi, lui, pouvait détruire la Lune sans aucun problème. Bref, vous avez compris. Un personnage qui peine à casser une pierre dans un arc peut soudainement détruire des planètes dans le suivant. Les boosts de puissance ne sont pas progressifs, ne sont pas justifiés, en fait ils sont arbitraires et servent uniquement à introduire de nouvelles menaces encore plus grandes que les précédentes. Et tout cela ne fait que s'amplifier au fil des arcs suivants. Bon, donc Vegeta peut maintenant détruire des planètes, et Goku aussi, donc à la limite pourquoi pas, et à ce stade on a déjà franchi un cap absurde en termes d'échelle de puissance. Et d'ailleurs on va le dire, la plupart des personnages des autres shonen populaires ne pourraient même pas tenir face à Raditz. Mais tout ça n'y est encore rien comparé à ce qui arrive ensuite. L'incarnation pure et simple du power creep, voilà, de l'échelle de puissance qui part dans tous les sens possibles et imaginables. Et bien évidemment, là, on va parler de Freezer. Alors oui, bon, notre ami Freezer, l'incarnation du méchant emblématique de DBZ, hein, voilà, l'équivalent de Tonton Adolphe de l'espace, mais bon, faut être honnête, c'est ce personnage qui a détruit définitivement toute cohérence dans les échelles de puissance de Dragon Ball. Déjà qu'elles étaient éclatées avant, là bon, avec Freezer, non seulement elles sont éclatées, mais elles sont complètement détruites et transcendées. L'écart de puissance entre lui et le reste des personnages est tellement démesuré qu'on se demande comment Toriyama, et pas lui bien évidemment, a pu s'en tirer tout en produisant ce qui reste. Malgré tout, un arc, bon, emblématique, même si je suis pas un gros fan, comme vous le savez. Déjà, prenons un instant pour comparer un peu tout ça. Donc déjà, avant l'arc Namek, Goku avait un niveau de puissance d'à peu près 416 unités, lors de l'arc Saiyan, qui passe ensuite à 8000 unités après son entraînement sur la planète Kaio, et avec un Zenkai Boost, c'est-à-dire la capacité Saiyan à devenir plus fort après avoir frôlé la mort, et un entraînement intensif avec une gravité accrue dans l'espèce de navette qu'a fait le professeur Brief, père de Bulma, son niveau de puissance atteint 90 000 unités à son arrivée sur Namek. Alors déjà, bon, on va le dire, c'est une augmentation qui ne fait aucun sens, totalement insensée, mais bon, les choses deviennent encore plus ridicules après son combat contre le commando Ginyu, puisque après sa défaite face à Ginyu, bon, une défaite, il gagne, mais finalement il perd, bon bref, voilà. Il y a eu un changement de corps, vous connaissez les bails, c'est pas moi qui vais vous apprendre Dragon Ball. Bon, Goku reçoit un nouveau Zenkai Boost quand il le fout dans l'espèce de pod aquatique ou je sais pas quoi, bref, il le fout dans un pod pour qu'il puisse se soigner. Ok, donc c'est un Zenkai Boost, il va devenir plus fort. Donc il était à 90 000 unités, donc je sais pas, peut-être qu'il va arriver à 150 000 unités, 200 000 unités, allez 500 000 unités. Bah non, il passe en fait à 3 millions d'unités de puissance. Ouais, 3 millions. En l'espace d'un mois, Son Goku a multiplié sa force par plus de 3000 fois. Voilà, donc c'est déjà complètement incohérent. Mais c'était rien face à Freezer. Malgré cette augmentation astronomique, eh bien, Goku représente à peine 2,5% de la puissance maximale de Freezer, puisque avec son Kaioken x20, qui met son corps à rude épreuve, Goku atteint à peine 50% de la puissance maximale de Freezer. Pour être clair, la puissance maximale de Freezer est de 120 millions d'unités. Bon, là, clairement, on va le dire, Toriyama Sensei, rip à lui, bien évidemment, a pété un câble. Puisque si on compare cette puissance aux antagonistes précédents, bah en fait oui, bah, c'est ridicule. C'est-à-dire que Raditz était à 1500, Vegeta, durant l'arc Saiyan, était à 18 000, le capitaine Ginyu est à 120 000, et donc Freezer est à 120 millions. Ok, mais non, pas ok. Parce que l'augmentation, elle ruine définitivement toute tentative de maintenir une échelle de puissance cohérente. Et après cet arc, il devient clair que Toriyama Sensei, rip à lui bien évidemment, ne peut plus continuer avec ses chiffres farfelus. Puisque Toriyama, rip à lui bien évidemment, a bien compris le problème. À partir de l'arc Cell, les niveaux de puissance ne sont plus mentionnés explicitement. Et heureusement parce qu'à ce stade, on aurait pu dire que Majin Buu avait, je sais pas, un niveau de puissance de 25 milliards, ou une autre absurdité de ce genre. Et même sans les chiffres, le problème persiste. Toriyama, rip à lui bien évidemment, a tenté de se sortir de ce piège, en se concentrant davantage sur les transformations et les techniques spéciales, mais l'impact des chiffres astronomiques de l'arc Namek a laissé des séquelles totalement irréversibles. La barre a été placée tellement haute avec Freezer, qu'il a fallu des concepts toujours plus
plus extravagant pour continuer à surpasser ce qui a déjà été établi. Et en résumé, si l'arc Namek est souvent considéré comme étant l'apogée de Dragon Ball, il a également posé les bases des incohérences flagrantes en termes de puissance. Freezer, avec ses 120 millions d'unités, je tiens à le rappeler, a poussé le power creep à un niveau totalement irréaliste. Et même si Toriyama, rip à lui bien évidemment, a abandonné les chiffres, le mal a été fait. Chaque nouvel antagoniste devait être forcément plus puissant que Freezer, et cela a forcé la série à abandonner toute cohérence pour se concentrer uniquement sur le spectaculaire, sur le power creep, sur l'échelle de puissance qui n'a ni queue ni tête. Puisque dans l'arc suivant, on rencontre un Trunks du futur, un petit Mirai Trunks, un Super Saiyan qui arrive sans prévenir et qui élimine Freezer, d'ailleurs qui a été renforcé en cyborg, hein, comme Tao Pai Pai avant lui, en un seul coup d'épée. Et c'est pas tout, Trunks affirme que même lui n'est pas de taille face au cyborg de son futur, ce qui n'a techniquement aucun sens. Enfin, je l'ai déjà dit, mais comment ça, un humain, c'est-à-dire le Dr Gero, arrive à faire passer des humains qui ont à peu près entre 5 et 10 unités à des monstres de puissance qui ont quoi, allez, 500 millions d'unités? Mais ça n'a aucun sens. Comment un humain qui a une technologie bien moindre que ceux des aliens de la type de Freezer par exemple, a réussi à créer des androïdes 6 milliards de fois plus puissants que Freezer? Ça n'a strictement ni queue ni tête. Toriyama-san. D'ailleurs, notre ami Mirai Trunks précise que les androïdes de notre timeline sont encore plus forts que ceux qu'il a affrontés dans sa réalité alternative. Et Freezer, l'antagoniste qui avait pourtant complètement redéfini les échelles de puissance, se fait littéralement no-diff, voilà, pour ceux qui connaissent l'expression, par des ennemis que Trunks décrit comme une menace encore supérieure à ça. Ensuite, Piccolo, qui dans l'arc Namek était à peine comparable à la deuxième forme de Freezer, fusionne maintenant avec Kami et devient suffisamment puissant pour tenir tête à C-17, l'un des deux cyborgs les plus redoutables, pour tenir tête à C-17, un cyborg qui est largement plus puissant que Vegeta Super Saiyan. Puis arrive Cell, alors là bon, peu après son apparition, Cell, dans sa forme imparfaite, mais après avoir aspiré quand même pas mal d'humains, finit par dominer Piccolo et C-17. Et quand Cell absorbe C-17, bah voilà, il devient semi-parfait et commence à écraser tout le monde, y compris C-16. C'est ça le problème. Puis, lorsque Vegeta laisse Cell absorber C-18 pour atteindre sa forme parfaite, voilà, Cell devient un monstre de puissance complètement indescriptible, capable de résister sans problème à un Final Flash à pleine puissance de Vegeta, qui avait pourtant surpassé sa forme semi-parfaite peu de temps avant. Bon d'accord, vous allez me dire, il a pas résisté puisqu'il s'est fait quasiment couper en deux par le Final Flash, mais bon, à la fin, voilà. Il se régénère à la Namek et bon, c'est comme si de rien n'était, donc forcément, voilà quoi. Après tout ça, Goku et Gohan sortent de la salle de l'esprit du temps, et Goku, pourtant bien plus puissant que Vegeta et Trunks à ce stade, déclare que Gohan est encore plus fort, et qu'il est le seul être capable de battre Cell. Et effectivement, Gohan, en intégrant le Super Saiyan 2, bat des bois de Cell, tout simplement, malgré les menaces de Cell de pouvoir détruire tout un système solaire avec son Kamehameha. Ce que dit Cell, hein. Il dit oui, bon bah écoutez, vous savez quoi, je vais détruire la galaxie. Ah oui, normal. Oui, bien sûr, oui, voilà. Là encore, on atteint des niveaux d'absurdité jamais, jamais atteints encore, hein. Jamais conceptualisés. Détruire un système solaire, c'est infiniment plus complexe que simplement détruire une planète. Ça inclut les étoiles, les planètes, les lunes et tout l'espace interstellaire entre elles. Mais tout ça est traité comme une étape logique dans l'escalade des échelles de puissance. Mais non, c'est pas logique. Et autre chose d'ailleurs qui n'est absolument pas logique. Comment se fait-ce que Gohan du futur soit aussi faible? J'ai juste la question que je me pose, et je parle du Gohan du futur avant qu'il perde son bras, hein. Comment se fait-ce qu'il soit même pas capable de battre C-17 et C-18? Moi je comprends pas. Enfin, il est adulte. Quand tu vois qu'un Gohan de 9 ans, même avant qu'il ne débloque la transformation Super Saiyan 2, était largement capable de détruire n'importe quel androïde qui soit, hein. Même C-16 il l'aurait one-shot, tu te dis mais comment se fait-ce qu'un Gohan adulte du futur, avant qu'il se fasse couper le bras, ne soit pas capable de déboîter C-17 et C-18, alors que ces versions de C-17 et C-18 sont, en tout cas d'après Mirai Trunks, moins puissantes que les versions de C-17 et C-18 dans notre timeline. Moi je ne comprends pas, je ne saisis pas. Ok d'accord, notre Gohan de 9 ans a bénéficié de l'entraînement de Son Goku, Gohan tout seul n'aurait pas pu atteindre à 9 ans le niveau qu'il a atteint à 9 ans avec Son Goku, mais en tant qu'adulte tout seul, il peut pas arriver à ce niveau-là? Pour moi c'est juste que ça me dépasse, ça n'a aucun sens, mais encore une fois, Toriyama, il pas lui bien évidemment, je pense qu'il s'en fout quoi. Il essaie pas de faire en sorte que ce soit cohérent ou je sais pas quoi, parce que ça l'est pas en fait, ça ne l'est pas. L'échelle de puissance n'a pas de sens. Et on va vite parler de l'arc au bout, qui est bien évidemment l'apogée de l'absurde. Voilà, avec Goten et Trunks, deux enfants Saiyans qui atteignent facilement des niveaux proches de ceux des Super Saiyans adultes. N'a aucun sens, encore une fois, même Vegeta il le dit, c'est les soldes chez les Super Saiyans. On sent que Toriyama Ripalu, bien évidemment, n'en avait absolument plus rien à foutre. Alors qu'avant, quand même, atteindre le niveau de Super Saiyan, c'était mystique. C'était un truc, c'était un déclic mental. Limite, tu deviens une autre personne. Alors que là, non, c'est juste une blague.
tout simplement. D'ailleurs, leur fusion Gotenks dépasse le Super Saiyan 3 de Goku, qui lui-même est plusieurs fois plus puissant que Gohan à son apogée contre Cell. Gohan, après avoir réveillé son potentiel ultime, devient l'être non fusionné le plus puissant de la série, surpassant même Gotenks en Super Saiyan 3, et Vegeto, la fusion de Goku et Vegeta avec les Potala, domine Buhan, même l'humilie, on va pas se mentir, une version de Majin Buu qui a donc absorbé presque tout le monde, y compris Gohan. Et malgré tout ça, Goku finit par affronter Kid Buu, la forme la plus chaotique de Majin Buu, pas la plus puissante, attention, hein, voilà. Sait-on jamais, hein. S'il y a des pro Kid Buu dans les commentaires, hein, je vous le dis, je ne suis pas de votre équipe. Mais bon, quoi qu'il en soit, Goku se bat à égalité avec lui, avec Kid Buu, en Super Saiyan 3. Et à ce stade, les niveaux de puissance ne veulent juste plus rien dire, mais bon, c'était le cas déjà il y a bien longtemps, donc chaque nouvel ennemi ou transformation ne fait que rendre les précédents complètement obsolètes. Bon, évidemment, après, Dragon Ball Super, bon là, ça amplifie encore plus le power-up. Les personnages passent d'être capables de détruire des systèmes solaires à menacer des univers entiers. Voilà, des concepts comme le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue, l'Ultra Instinct repoussent encore et toujours les limites déjà absurdes fixées dans Dragon Ball Z. Mais pire encore, Super semble rétroactivement ruiner certains des moments les plus emblématiques de Dragon Ball Z, comme la transformation en Super Saiyan qui était autrefois un accomplissement rare et presque mystique. Alors que là, maintenant, tout le monde s'en fout. Enfin bref, voilà, le système de ki dans Dragon Ball a commencé comme une idée simple et élégante, mais malheureusement cette idée a été diluée par des incohérences terribles et un manque de développement malheureusement inévitable. Et c'est pas seulement une question de niveau de puissance ou d'explosion spectaculaire, mais surtout une perte d'opportunité narrative. Avec plus de soin et de réflexion, le ki aurait pu devenir un système complexe, enrichissant non seulement les combats, mais aussi l'univers dans son ensemble. Mais malheureusement, voilà, Toriyama est beaucoup plus intéressé avec effectivement le burlesque, le décalage, l'humour, c'est ça qui le fait triper, voilà, je vais pas trop en reparler, mais pour ceux qui connaissent Toriyama, il se fiche clairement des combats, des enjeux planétaires, du fait de combattre les méchants, ça n'a jamais été son délire. La plupart des arcs qui se ciblent sur ces thèmes-là, tels que l'arc Cell, n'ont pas été écrits par Toriyama, je le dis tout le temps, à tue-tête, à qui veut l'entendre, je le répète, c'était son éditeur, et je pense que l'arc Freezer, pour ça j'en sais rien, mais je suis certain que c'est pas complètement Toriyama qui l'a écrit du début à la fin. Encore une fois, là, je n'en sais rien, voilà. Je dis ça comme ça, c'est une bouteille à la mer, mais je pense aussi. Mais je le pense, très honnêtement. Donc voilà, Toriyama, c'est pas son délire, c'est pas son truc, donc il est tout à fait normal que le système de combat, le système de kill, le système de magie de Dragon Ball ne soit pas très bien développé. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il aime pas ça, moi je peux comprendre. Le problème, c'est que malheureusement, les fans de Dragon Ball te portent Dragon Ball au nu, au panthéon des shonen neketsu, alors que malheureusement, bon, voilà, on compare Dragon Ball avec Hunter x Hunter. Bon, je préfère pas le faire, je ne préfère pas le faire parce que sinon, je vais devoir à un moment donné devenir un peu vulgaire. Donc je préfère m'arrêter là, voilà, insultez-moi dans les commentaires, je le mérite bien. Prenez soin de vous, abonnez-vous pour encourager la chaîne, mettez un like sur la vidéo si elle vous a plu, et à la prochaine.